Première étape de Méditerranéo cette semaine, la Grèce. Le village d'Ikaria est devenu célèbre pour la longévité exceptionnelle de ses habitants. En Espagne, coup de projecteur sur le musée Guggenheim de Bilbao qui célèbre ses 20 ans d'existence. Dans le sud de la France, regard sur l'histoire singulière du village de Carnou. Enfin, retour en Grèce pour la séquence mémoire et une évocation du musée vivant de la danse grecque initié par Dora Stratou. C'est l'île des centenaires grecs au nord-est de la mer Égée. Ikaria se distingue pour la longévité exceptionnelle de ses habitants. Activité physique adaptée, alimentation saine. Ici, un tiers de la population a plus de 90 ans. C'est une île montagneuse située au nord-est de la mer Égée. Ikaria, avec ses paysages de cartes postales, est surtout célèbre pour ses nombreux centenaires. Mais pour combien de temps encore? À 106 ans, Ioana Proeiu commence toujours sa journée avec un peu d'exercice. Je vais très bien ce matin. La doyenne de l'île continue de travailler dans son atelier de tissage, 6 heures par jour. Mes mains sont un peu engourdies aujourd'hui. J'ai 106 ans et 3 mois. Oui, 3 mois. Et j'ai encore très envie de travailler. Comme tous les anciens du village, elle n'a pourtant pas toujours eu une vie facile. Elle a traversé la guerre et la famine. Mais ne parlez pas de retraite à Ioana Proeiu. Chaque année, cette centenaire sort une nouvelle collection. Ce sont des sacs et des coussins et ils sont à vendre. Elle dort très peu, environ 5 heures par nuit. Quand vous allez partir, elle va me dire « Ils m'ont fait perdre toute la journée ». Et sur l'île, elle est loin d'être une exception. L'un des secrets de ces centenaires, c'est d'abord leur régime alimentaire. À 96 ans, Katina Mavrou s'apprête à préparer son déjeuner. C'est mon potager. J'ai des tomates, des courges. Regardez celle-là. Elle cultive toujours elle-même ses légumes. De quoi se nourrir toute l'année. C'est un peu fatigant, mais ici tout le monde le fait. J'aime beaucoup m'occuper de mon jardin. J'ai fait ça toute ma vie. Des fruits secs, des légumes qui ont poussé sans engrais et un peu d'huile d'olive. C'est la base de son alimentation quotidienne. Je ne sais pas pourquoi on vit si longtemps ici. C'est pas que la nourriture, c'est aussi la force intérieure de chacun. Tous mes examens médicaux sont très bons. Je prends juste un petit médicament pour ma tension. Mais ce mode de vie est-il menacé? Aujourd'hui, les plus jeunes ont du mal à reproduire les habitudes de leurs grands-parents. La consommation de produits transformés devient quotidienne. Dans le temps, les gens avaient leur propre production, leurs tomates, leur jardin. Maintenant, je ne veux plus vivre comme ça. Les jeunes quittent Ikaria. Ils vont à Athènes, ils voyagent et changent leur façon de vivre en revenant. Depuis une vingtaine d'années, des maladies jusqu'alors rares sur l'île font leur apparition. Aujourd'hui, je vois arriver des personnes stressées qui, dès le plus jeune âge, ont des problèmes de diabète, de tension artérielle ou de cholestérol. Forcément, les habitants d'Ikaria auront de plus en plus de mal à arriver à ce grand âge. Certains habitants en ont conscience. Ils sont les derniers représentants d'un mode de vie très éloigné des contraintes modernes. À 87 ans, cet apiculteur n'a jamais eu ni horloge, ni emploi du temps. Je crois que quand on ne t'oblige pas à travailler et quand tu aimes ce que tu fais, il n'y a pas de meilleur médicament pour l'organisme et la santé. Selon une étude, à Ikaria, plus d'un tiers de la population a plus de 90 ans. Une particularité,
qui ne se retrouve que dans 5 autres régions du monde. Le musée Guggenheim de Bilbao fête 20 ans de succès, ouvert le 18 octobre 1997. Dessiné par l'architecte américano-canadien Frank Gehry, le musée d'art moderne et contemporain est un emblème de la région et il attire un public nombreux. Toucher la vue. On ne pouvait trouver plus beau titre pour qualifier l'œuvre unique d'Annie Albers. Référence internationale incontournable dans le domaine de l'art textile, elle a toujours fait preuve d'une recherche permanente dans ses motifs et ses tissus. Elle reste aussi une des figures fondamentales du XXe siècle dans la redéfinition de l'artiste comme designer. Pour ses 20 ans d'existence, le musée Guggenheim de Bilbao rend hommage à l'ensemble de son œuvre. L'occasion aussi de prouver tout l'éclectisme de cet espace unique, ouvert à toutes les formes d'art. Pour moi, le Guggenheim est un lieu de rencontre entre le grand public et toutes les formes d'art d'aujourd'hui. Découvrir également à travers la structure même du musée un territoire artistique. Ce musée a la particularité d'être à la fois un espace culturel et architectural, avec des œuvres et des expositions qui ont été produites spécifiquement pour ce lieu. Pendant 20 ans, c'est ce que l'on s'est attaché à réaliser ici. C'est une plateforme de rencontre très fertile. Et durant ces 20 ans, on a bien sûr produit beaucoup de choses, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce musée Guggenheim de Bilbao, c'est d'abord une structure originale unique. Un projet audacieux qui anticipe l'architecture du 3e millénaire. Les volumes généreux de cet ensemble sont revêtus de calcaire mais aussi de titane. Un écrin majestueux et des salles offrant un espace conséquent pour les différentes expositions. À l'origine, les précurseurs de cet immense projet voulaient d'abord valoriser la ville de Bilbao et par-delà l'ensemble du Pays basque. Un pari des plus réussis 20 ans après. L'objectif, c'était d'abord d'apporter une image internationale à la ville, mais surtout de pouvoir redonner une image de confiance à Bilbao, que la population elle-même soit fière de sa ville. Il faut savoir qu'il y a 25 ans, quand on a conçu ce projet, la ville de Bilbao et sa région connaissaient une situation économique très compliquée, avec un fort taux de chômage, beaucoup d'entreprises traditionnelles, autrefois très puissantes dans la ville, qui voyaient leurs activités décliner. Dans ce contexte de pessimisme généralisé, on avait besoin d'un projet qui pourrait redonner de la confiance à tout le monde, et dans ce cadre, l'influence du musée a été fondamentale. On peut même parler d'une période avant et après le musée. Tous ceux qui connaissaient Bilbao il y a 30 ans et qui la connaissent aujourd'hui savent bien que tout a changé. Ce musée n'est pas le seul élément qui a permis ce changement, mais c'est celui qui a dynamisé tous ces changements. 1 million de visiteurs annuels, 9000 emplois indirects. Et en 2016, l'impact du musée sur l'activité du Pays basque a atteint 485 millions d'euros. Des chiffres impressionnants qui soulignent la réussite économique, mais aussi en termes d'image de ce musée. Mais à l'origine, bien peu croyaient en ce projet surdimensionné selon eux pour une région comme le Pays basque. Il a fallu convaincre tout le monde. Convaincre tout d'abord New York, convaincre l'ensemble de notre classe politique, car à l'origine, seul le Parti nationaliste basque nous soutenait. Avec beaucoup de difficultés, ils nous ont toujours accompagnés. On a eu affaire à une contestation totale de la part de tous les partis politiques, de l'ensemble des médias, des artistes locaux, en fait de la société en général. Madrid et le gouvernement espagnol étaient aussi totalement opposés à ce projet de musée. Pour eux, travailler avec la fondation Guggenheim ne pouvait se concevoir qu'à Santander, Séville ou Madrid, mais surtout pas à Bilbao. On a subi énormément de critiques avec des déclarations très dures des principaux ministres
Et pas seulement ceux de la culture. On nous a disqualifiés systématiquement. Tous les partis politiques, y compris les socialistes, se sont opposés à nous. Et aussi bien sûr le Parti populaire. Ils ne voyaient aucun intérêt à ce projet de musée. Et le faire en plus au Pays Basque était une aberration. Une erreur de casting de par l'orientation politique de notre région. Aujourd'hui, hormis celui de New York, il n'existe que 2 autres musées Guggenheim dans le monde, à Venise et à Bilbao. Un projet est également en cours d'inauguration à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Quand on connaît toute l'importance des collections de la Fondation américaine dans le domaine de l'art contemporain, on mesure tout l'intérêt que représente ce musée dans la capitale basque. Un rayonnement international qui s'inscrit dans la durée. Ce musée est un exemple qui montre comment la culture peut aider à transformer la société. C'est ce qu'on vérifie ici. On peut véritablement parler d'un effet Guggenheim, une institution culturelle qui a un très fort impact sur son environnement immédiat, une influence sur d'autres projets économiques ou sociétaux ou urbanistiques. C'est un bon exemple. L'art peut tout changer. Une maxime que l'on aime à rappeler à Bilbao. Un effet Guggenheim que de nombreuses villes dans le monde aimeraient aussi revendiquer. Autre célébration, celle des 50 ans du village de Carnoux en Provence, créé en 1966 pour répondre aux attentes des nombreux rapatriés venus du Maroc et d'Algérie. Carnoux est devenue la 119e commune des Bouches-du-Rhône. Du haut de ses 50 ans, Carnoux est restée très discrète et assume aujourd'hui son histoire marquée par la nostalgie d'une France aujourd'hui disparue. René de Rouen habitait au Maroc. Son père travaillait comme ingénieur en Algérie. Il a donc connu de près les conditions de la fin de la colonisation française sur ces territoires. Sa famille souhaitait surtout réserver ici une maison de vacances, devenue de fait en 1962 la maison familiale principale. Donc aujourd'hui, on ne pourrait plus refaire ce qu'on a fait à l'époque. Puis c'est vrai qu'une bonne partie de Carnoux s'est faite sans permis de construire. On travaillait par zone à Carnoux. Il y avait la zone A, B, C, D. Donc je suis venu en 61 pour les premières vacances. J'avais 19 ans, donc à 19 ans, on est moins attiré par les petits problèmes de Carnoux. On était avec tout le monde de copains, on s'amusait, on rigolait, on faisait la fête, quoi. Et puis 62, on est rentré d'Algérie avec tout le monde. Donc en 62, on était bien content de trouver la maison, de trouver la villa tout équipée, de trouver la voiture dans le garage et de commencer immédiatement une autre vie, ce qui n'a pas été le cas vraisemblablement pour les gens qui sont rentrés vraiment d'Algérie. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, on parle de replier du Maroc et on parle de rapatrier d'Algérie. Donc les repliés, c'est un concept plus pépère, plus tranquille. On allait se retirer du Maroc, on savait que tôt ou tard on devait partir, c'était un protectorat. Donc on devait quitter le Maroc, c'était prévu, donc ça a été fait tranquillement. L'Algérie, c'est difficile, c'était une province française, donc province française, les gens n'avaient pas conscience en 58 quand a été créé Carnoux à l'époque. Donc il fallait quitter le pays 4 ans après, quoi. Donc c'était un peu différent. Sur ces 35 hectares de territoire presque entièrement construits, Carnoux plafonne à moins de 7000 habitants actuels pour 1200 permanents en 1963. La ville s'est ouverte à d'autres populations, sans chercher toutefois à transformer l'état d'esprit des fondateurs. Une cérémonie de bienvenue aux nouveaux Carnoussiens marque chaque année les arrivées, tout particulièrement pour ces 50 ans où la ville a accueilli 50 nouveaux résidents, essentiellement des foyers liés au camp militaire de Carpiane. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci Daniel Lambert, elle a dit que j'allais être bref, d'accord, mais quand même. L'histoire de Carnoux mérite quelques minutes, puisque le 26 août 2016, notre commune a eu 50 ans. Un 50e anniversaire qui est peu ordinaire pour une ville de France, il faut le savoir. Notre commune, elle est issue d'une histoire singulière qui prend ses racines outre-Méditerranée. Et à Carnoux, c'est pour ça qu'on ne trouvera pas de vieux clochers, de vieilles rues étroites et sinueuses, comme on pourrait trouver dans d'autres villes provençales. Carnoux est une ville nouvelle, structurée par des rues tracées au cordeau et avec des bâtiments d'architecture moderne. Carnoux, c'est la 119e commune des Bouches-du-Rhône. C'est aussi l'une des dernières nées en France. Aller à la rencontre des associations
Inscrivez-vous à une, voire à plusieurs associations. Vous serez toujours très très bien accueillis. Il y a 70 associations à Carnoux-en-Provence, en comptant bien évidemment les comités d'intérêt de quartier. Que l'on trinque à la santé et à la prospérité de Carnoux-en-Provence, qui déjà vous reconnaît comme ses propres enfants. Merci. Jean-Pierre Georgy est maire de Carnoux depuis 2001. La commune n'a eu en 50 ans que 4 maires différents, avec une continuité assumée à droite de l'échiquier politique. On a gardé l'esprit pionnier, l'esprit dynamique, et la commune, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui nous envient et beaucoup de gens qui sont attirés par Carnoux parce qu'on est bien équipé et parce qu'il fait bon y vivre. Aujourd'hui, il n'y a que des Carnousiens. Il n'y a pas des Français du Maroc, que des Français d'Algérie ou des Français de métropole. Il y a des Carnousiens, des bons Français, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a plus de différence. Reste sans doute à savoir ce qu'est vraiment un bon Français. Face à la mairie aujourd'hui en cours d'agrandissement, l'église Notre-Dame d'Afrique reste le lieu de référence de Carnoux. Depuis 1974, un pèlerinage à la Vierge Noire d'Alger y est organisé chaque année pour le 15 août. C'est une paroisse jeune, que 50 ans. Quand même, un demi-siècle, c'est pas rien, quoi. Et en même temps, c'est pas énorme. Hein. Et donc, du coup, c'est une jeune paroisse. Et deuxièmement, il faut voir quelles sont les impulsions qui sont à l'origine de cette paroisse. Et il y a une double impulsion. Une impulsion de souffrance, de sentiment d'abandon, de pénurie, et en même temps, la deuxième impulsion, une impulsion de vie, d'espérance, et du coup de progrès, de dépassement. Et ce sont ces deux impulsions qui donnent ce cocktail propre à l'âme de la paroisse de Carnoux-en-Provence. Cette traversée de la Méditerranée, hein, qui a dû être du coup très longue pour eux, très longue, pas uniquement longue parce qu'il n'y avait pas les moyens modernes de traverser, mais longue aussi de toute cette histoire, cette page d'histoire qui se tournait de manière irrévocable, irréversible, et en même temps longue aussi parce que mais où allons-nous? Qui va nous héberger? Où allons-nous loger? Que va être demain pour nous? Donc ce sont des questions existentielles qui montrent le poids de cet arrachement. L'arrachement du sol natal ou comment recommencer ailleurs? Voilà la question principale qu'a dû affronter chacun des pionniers, comme on appelle ici les premiers Carnousiens. On dit encore qu'à Carnoux, on peut mourir, mais on ne n'y naît pas, faute de maternité sur le territoire de la commune. Un soin particulier est donc accordé aux questions de mémoire. La médiathèque Albert Camus, ouverte en 2007, conserve et transmet les archives privées confiées par chacun pour raconter une histoire coloniale remontant à 5 décennies, le temps d'une seule génération, en somme. La danse, sous toutes ses formes, fait partie du quotidien des Grecs, une passion qu'une femme, Dora Stratou, férue d'histoire, d'images et de traditions, a contribué à entretenir et même à développer. On compte environ une école de danse pour 1000 habitants en Grèce. Voici la séquence mémoire. Tous les ans, à la fin du mois de mai, dès que les soirées se font plus douces, la colline de Philopape, en face de l'acropole, en plein centre d'Athènes, prend des airs de place du village. Sur la scène d'un théâtre à ciel ouvert, 50 danseurs exécutent tous les soirs jusqu'à la fin du mois de septembre les danses traditionnelles de différentes régions grecques. À l'origine de ces spectacles, la volonté d'une femme. Après la Deuxième Guerre, Dora Stratou avait eu l'idée de collecter danses et musiques populaires alors qu'elles étaient encore bien vivantes.
Dora Stratou était la fille d'un Premier ministre. Dans les années 50, on commençait à redécouvrir la civilisation antique. C'est ainsi qu'elle a eu l'idée de montrer les danses comme la preuve de la continuité de cette civilisation. Le lien avec la culture antique est évident. Au Musée national archéologique à Athènes, les bas-reliefs votifs et les scènes peintes sur les vases montrent qu'il y a 25 siècles, la gestuelle des danseurs était la même. Suivante de Dionysos, nymphe d'Apollon ou danse guerrière, cet art était souvent lié au sacré et en même temps enseigné dans les écoles, au même titre que les lettres. L'idée de Dora Stratou était en fait de faire un véritable musée vivant de la danse. À Plaka, le quartier populaire d'Athènes, l'école de danse qui porte son nom. La veille du premier spectacle de la saison, on prépare les 150 costumes que vont porter les danseurs. 500 plis à repasser pour les jupes des danseurs macédoniens. Dans ce bâtiment, qui abrite les archives et l'administration, tout un étage est occupé par les costumes. La collection de Dora Stratou comporte 2500 costumes. Ça fait environ 10 000 pièces. Chaque costume était composé de plusieurs pièces. Tout est ancien et authentique. C'est une des collections les plus importantes de Grèce. À l'époque où Dora Stratou a commencé son activité théâtrale, les personnes âgées étaient fatiguées de porter des vêtements trop lourds. Elle voulait s'en débarrasser. C'était une excellente occasion pour les acheter et les utiliser pour le spectacle. Bien sûr, on a aussi confectionné des costumes neufs, mais pour la plupart, ils sont anciennes. Les personnes âgées s'en séparaient d'autant plus facilement qu'elles nous voyaient passionnés et qu'elles savaient que leurs filles et petites-filles n'en voulaient pas. Certains de ces costumes ont 100, voire 150 ans. Il faut les entretenir méthodiquement. Il serait impossible de les reproduire, les tissus ne se font plus et les artisans ont disparu. Dimitra est une des rares femmes à connaître encore les points de broderie à l'ancienne. Cette institutrice à la retraite est une passionnée d'art populaire. Elle vient bénévolement à l'école de danse. Je faisais partie d'une association pour la promotion de l'artisanat que j'avais contribué à créer. Comme nous n'avions pas assez d'argent pour payer les cours, j'ai été obligée d'apprendre moi-même la broderie pour pouvoir l'enseigner. La troupe est composée de 25 filles et 25 garçons. L'hiver, ils répètent dans un local fermé, mais au beau jour, ils retrouvent la scène du théâtre de 900 places, construit spécialement pour l'école de danse. Tous les danseurs sont semi-professionnels, pas de maître de ballet dans la compagnie. Comme dans les villages, c'est le plus ancien qui montre les pas. Il est lui-même souvent originaire de la région concernée. Les musiciens, une quinzaine, font partie intégrante de la troupe. Les instruments appartiennent à l'école. Après 30 ans de recherche, Dora Stratou avait enregistré les danses et musiques de près de 100 provinces, villages et îles. Mais le travail n'est pas terminé. Depuis des années, nous poursuivons la recherche, nous explorons d'autres régions et en même temps, nous vérifions les éléments que nous possédons déjà pour les améliorer et être encore plus fidèles aux danses originales. Actuellement, nous faisons les choses de façon tout à fait scientifique et très approfondie. Nous sommes un théâtre, nous sommes une troupe de danse, mais notre philosophie est celle d'un musée. Ce que nous voulons, c'est conserver, entretenir et montrer des choses qui appartiennent au passé, des choses qui n'existent plus. Temps révolu, choses disparues pas partout. Dans l'île de Crète, il n'y a pas de mariage sans danse de la mariée, une tradition respectée scrupuleusement. Après le repas, la jeune épouse doit danser avec tous les invités, ou presque. Ici, c'était difficile, ils étaient un bon millier. En Crète, toute la communauté doit être invitée, c'est aussi la tradition. Si la danse n'est plus comme dans l'Antiquité liée au sacré, elle joue encore le rôle de ciment social, voire de rite de passage.
La jeune fille quitte l'enfance pour acquérir le statut de femme mariée par l'acte symbolique de la danse. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.